Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision de Gaspésie et de l'Avantage gaspésien. Et à la gauche de Dieu le Père Tout-Puissant, mon fidèle apôtre Saint-Pierre. Alors bonjour Frédéric Deroy. Bonjour Monseigneur. Et dites-moi Frédéric, cette semaine, une semaine chargée en actualité, le tout a commencé avec une triste annonce, soit le décès de l'ex-chef du Parti québécois et ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, à l'âge de 81 ans. Alors, M. Landry est décédé des suites d'une longue maladie et il était particulièrement reconnu pour son amour de la Gaspésie. Oui, un amoureux de la Gaspésie s'impliquait personnellement dans tout ce qui était le développement de la région. Aussi, un fier Acadien, dont on avait des racines acadiennes. Et c'était un gars qui connaissait, je pense, beaucoup l'Est du Québec. Ce qui est remarquable aussi dans sa carrière, c'est quelqu'un qui a toujours voulu que le plus de Québécois possible travaillent. Donc, il était très ferré en économie. D'ailleurs, il avait étudié aussi en Europe pour l'économie. Donc, quelqu'un qui avait beaucoup... c'était un érudit. Moi, les petites anecdotes un peu qui m'ont marqué de M. Landry. En 2002, il a été premier ministre de 2001 à 2003. Donc, premier ministre non élu parce qu'il remplaçait à ce moment-là le départ de l'ancien chef. Donc, et en 2002, c'est lui qui a instauré le congé de la fête des Patriotes au lieu de la fête de la Reine. Donc, c'est M. Landry qui nous a gentiment légué ça. Mais c'est aussi le responsable de la paix des Braves, qui a été une entente avec les Cris à l'époque. C'est quelque chose de très impressionnant parce que ça se stagnait depuis des années. Les relations entre Autochtones et Québécois n'étaient pas toujours faciles. Mais M. Landry avait réussi à négocier quelque chose de bien pour les deux côtés. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment bien de M. Landry. Par contre, en 2005, en 2005, vote de confiance de son parti, il obtient 76% des voix. Et il décide que ce n'est pas assez, ouais, c'est ça? Et ça l'a atteint son orgueil, il faut croire, et puis il décide de quitter. Et malheureusement, avec le départ de M. Landry à cette époque-là, s'est succédé 1001 chefs. Donc, c'était un peu... qui ont aussi autant de succès l'un que ouais, l'autre. c'est ça. Hein? Donc, plusieurs chefs intérimaires ou élus. Et on dirait que le PQ ne s'est jamais vraiment relevé de ce départ hâtif-là. Par la suite, un peu plus tard, M. Landry avait avoué qu'il regrettait un peu son geste. Ben, 76%, il faut dire qu'on a eu des chefs élus avec un pourcentage beaucoup plus bas que ça. Donc, ça n'était pas à dénigrer, là. C'est sûr, mais le vote de confiance, on s'attend toujours à avoir le plus haut possible dans son parti. Par contre, c'est ça. Je pense que ça a été une erreur stratégique de M. Landry. Mais en dehors de la politique, il a toujours continué à en faire. C'était une redoutable belle-mère. Les anciens chefs péquistes sont réputés pour commenter les actions des chefs en poste. Et M. Landry n'avait pas de quartier. Exactement. Et c'est lui qui avait chapeauté le premier plan de relance de la Gaspésie, d'ailleurs, oui, qui a été repris par la suite par Pauline Marois lors de son bref passage au pouvoir. Et voilà. Alors, salutations à M. Landry, qui a été quand même un homme politique marquant pour le Québec. Funérailles nationales ce mardi, je crois. D'accord. À Montréal. On revient à la scène un petit peu plus locale. Hier soir, donc pour les gens qui nous écoutent en direct, c'était hier mercredi soir à l'école L'Escabelle de Cap-Chat. Et oui, 20 ans plus tard, on ramène sur le tapis le projet d'implanter un secondaire 5. Alors, on le voit sur les images actuellement, il y avait quand même beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel de la directrice Lynn Méville. C'était le premier mandat qui a été mis sur la table de Mme Méville qui quittait l'école Bois-et-Marais pour venir diriger les écoles L'Escabelle et Saint-Norbert. Alors, il y a d'abord eu un comité à l'intérieur de l'école, des enseignants qui se sont mis ensemble pour dire on veut le secondaire 5 à l'Escabelle. Plusieurs raisons ont été évoquées, ne serait-ce que pour la facilité de pouvoir suivre des étudiants, un groupe restreint d'étudiants avec les mêmes professeurs pendant 5 ans. Aussi le fait qu'on doit déraciner des élèves de leur milieu pour se réintégrer à une nouvelle école pour 1 an seulement. Il y a aussi le fait que les classes sont beaucoup plus petites à l'école de l'Escabelle, donc on parle d'une dizaine d'élèves par classe. Donc pour toutes ces raisons-là, on jugeait que
le secondaire 5 avait sa place à Capcha. Madame Méville a rajouté des arguments hier lors de la rencontre en disant on économise en transport, donc un autobus en moins qui quitterait Capcha vers Sainte-Anne-des-Monts. Également, lorsqu'on rajoute des classes dans une école, ça veut dire augmentation du financement de la dite école. Donc, il y a plusieurs points qui militent en faveur de l'école d'un secondaire 5 à l'école L'Escabelle. Et on apportait également le comparatif avec notamment Grande-Vallée, Murdochville ou Saint-Maxime-du-Mont-Louis, où on a déjà des écoles secondaires avec moins de population qu'à Capcha. Donc, toutes ces raisons-là donnent espoir à Mme Méville que le projet pourrait être accepté. Oui, et puis on connaît le sentiment d'appartenance de Capcha, mais on pourrait comparer aussi à Sainte-Anne-des-Monts. C'est deux voisins qui aiment beaucoup, beaucoup leur coin. Donc, de faire toutes tes études à quelque part et d'avoir, comme tu dis, pour seulement un an transféré dans une autre école, c'est quelque chose qui peut être un peu, bon, je dirais, agaçant. Mais il y a aussi le côté des équipes sportives. De plus en plus, les écoles développent leur équipe sportive et de faire partie d'une équipe et là, de transférer en secondaire 5 et d'essayer de réintégrer une nouvelle équipe sportive. Pas toujours évident, donc il y a quand même plusieurs points qui demeurent intéressants pour avoir un secondaire 5 à Capcha. La demande vient du milieu, donc ça, c'est très respectable et je pense que moi, je suis pour la décentralisation du point de vue économique et tout depuis longtemps et c'est par le principe de dire si une région veut quelque chose et qu'elle met les efforts pour l'avoir, je pense qu'on doit donner au moins tendre l'oreille et donner tous les moyens possibles de voir si c'est réalisable. À mon époque, quand j'étais jeune et j'avais les cheveux longs, Dominique, ça se parlait déjà. Les élèves, c'était la même problématique. Les élèves partaient de Capcha après le secondaire 4 pour venir rejoindre Sainte-Anne-des-Monts. Leur réseau social était déjà des fois un peu perturbé, donc on se retrouve dans un groupe et on ne connaît pas nécessairement. Et là, après, c'est le cégep, donc ça bousculait un peu les choses. Ouais. C'est sûr que il y a des choses pires que ça dans la vie, là, mais je pense que ça aurait la chance de fonctionner. C'est ça. Le fait qu'on soit très proche de Capcha, je pense que ça a été tentant de transférer les élèves rapidement vers Sainte-Anne-des-Monts. Mais comme tu dis, plusieurs écoles secondaires ont des petits groupes de secondaire 5 et ça fonctionne. D'ailleurs, il y avait un enseignant hier à la rencontre qui répondait à des inquiétudes de parents. Oui, mais là, est-ce qu'ils auront droit à toutes les options, physique, chimie? Mais physique, chimie, ça demeure un incontournable pour ceux qui veulent aller en sciences pures. Et il y aurait aussi de la place pour avoir une autre option. Et ce que l'enseignant disait, il dit, ben moi, quand j'enseignais la chimie à Murdochville, ben j'avais 2 étudiants dans ma classe, dont une qui n'était pas intéressée. Donc, donc oui, c'est possible. Il n'y a pas nécessairement de quota. Ça reste à confirmer. Mais jusqu'à maintenant, ça serait la voie qui serait privilégiée, qui serait acceptée. Et on ne devra pas attendre très longtemps, puisque les commissaires devront se prononcer le 27 novembre. Alors, on aura une réponse officielle avant même le congé du temps des fêtes, à savoir si la secondaire 5 pourrait intégrer dès l'an prochain, d'ailleurs, il faut le préciser, dès l'an prochain, l'école L'Escabelle à Capcha. Mais en tout cas, du côté de l'école L'Escabelle, on se croise les doigts et on espère que cette fois-ci sera la bonne. Mais il semble y avoir un vent de positivisme puisque cette rencontre qui a été demandée hier, elle a été demandée par les commissaires de la commission scolaire. Donc, on se dit qu'il doit y avoir un intérêt marqué déjà à la base. Donc, on va attendre ces résultats-là avec grand intérêt. Certainement, Dominique. Et sur une note un petit peu plus triste, on sait qu'on recherchait le corps de Julien Imbeau depuis maintenant 3 ans. Il avait été emporté par la rivière, justement, lors d'une petite excursion de pêche en 2015. On avait retrouvé un corps cette année, pendant l'été. On ne l'avait toujours pas identifié. On nous expliquait au bureau du coroner que c'était assez long en raison de l'état du corps dans lequel il a été retrouvé et que l'ADN était plus compliqué à ce moment-là. Mais finalement, on nous a confirmé cette semaine qu'il s'agissait bel et bien, comme on le craignait, le corps de Julien Imbeau. Alors, au moins, ça permet à la famille de tourner la page sur cette triste histoire-là, puisque c'est maintenant confirmé. Alors, on peut rappeler, Fred, malheureusement, la rivière Sainte-Anne a fait quand même 3 décès au cours des dernières années, si on calcule M. Gagnon et la petite Daphné qui avait également été emportés. Oui. Et je vais en profiter, Dominique. Tu sais que moi, dans la vie, je suis sauveteur à la piscine de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, la sécurité aquatique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Surtout qu'une noyade, c'est souvent une mort qui est un peu gratuite, entre guillemets, qui aurait pu être évitée.
Et la Société de sauvetage rappelle toujours que dans les activités aquatiques près de l'eau, c'est important de porter un gilet de sauvetage. Il s'en vend aussi des autogonflants. Donc, parce qu'on a souvent l'excuse de dire que c'est inconfortable ou qu'il fait trop chaud. Donc, il y a différents modèles qu'on peut utiliser. Monsieur Imbeau connaissait vraiment beaucoup la rivière Saint-Anne. C'est un pêcheur d'expérience, mais il y a eu une espèce de mix qui a fait qu'il y a eu un gros coup d'eau et il s'est fait un peu avoir. Donc, on le sait jamais. On le sait jamais. Avec les équipements de pêcheur, avec des bottes hautes, qui, si on tombe à l'eau, peuvent se remplir d'eau et donner beaucoup de difficultés à reprendre, à retrouver la rive. Bon, porter un gilet de sauvetage, c'est vraiment important et ça peut éviter des noyades. Et prenez jamais de risques Oui. inutiles autour d'un plan d'eau. Même les bons nageurs, des fois, se font avoir, vont décider de nager en eau vive dans un lac, une distance qui est trop élevée pour eux. Il faut toujours penser au retour, à la température de l'eau. Donc, il faut être extrêmement prudent autour des cours d'eau. Et on a eu des exemples récents qui sont très tristes. Des morts qui auraient pu être évitées avec l'équipement adéquat. Alors, c'est triste, mais en même temps, comme tu dis, pour la famille, ben, c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens qu'on va pouvoir faire le deuil correctement et passer à autre chose. Effectivement. Cette semaine, conseil de ville à Sainte-Anne-des-Monts, on apprenait que finalement la chloration de l'eau ira de l'avant. On savait que ça irait de l'avant, restait à savoir quand. Alors, le maire Simon Deschênes s'est adressé à la population afin de nous parler de ce dossier-là qui traîne depuis maintenant près de 2 ans, je pense. 2 ans. Oui. Alors, on peut écouter ensemble Simon Deschênes lors du conseil municipal du mois de novembre. Les travaux sont commencés depuis 1 à 2 semaines. Alors, nous maintenons le cap sur une mise en route, une mise en service de la chloration de l'eau dans les environs de février, mi-février, fin février. C'est sûr qu'on peut avoir des surprises en cours de route, mais pour l'instant, nous maintenons le cap. Je vous rappelle que les travaux ont été accordés à la compagnie LFG et que les travaux sont commencés. Je suis même allé faire une petite visite, moi, du chantier, justement, ce matin. Alors, ça va bon train. Mais la plupart ou une grosse portion de ce contrat-là ou des travaux à faire sera l'installation d'équipements spécialisés dans le cadre de la chloration. Alors, les équipements ne sont pas encore rentrés. De toute façon, pour l'instant, ce sont les travaux de génie civil, pelle mécanique, base de béton, ces choses-là qui sont faits pour le moment. Alors, bonne nouvelle. Au moins, c'est un autre dossier qui se complète. On sait que plusieurs personnes étaient opposées à la chloration de l'eau. Et avouons-le, Fred, on a eu 2 événements isolés dans des petites proportions. Donc, si on n'avait pas été aussi rigide au niveau de l'environnement, peut-être qu'on n'aurait pas nécessairement avoir eu à chlorer l'eau. Tous les tests d'eau depuis pratiquement 2 ans démontrent que notre eau n'a aucun problème, mais selon les normes du gouvernement, on est obligé d'aller vers une façon de désinfecter notre eau. On a entendu, il y a une entrevue avec M. Dutrisac là, qui a circulé avec M. Deschênes, là, où ce qu'il disait, bon, regarde, je peux pas vous dire de boire notre eau, mais si vous venez puis que vous regardez nos résultats de test d'eau, il n'y a aucun danger de la consommer. Bon, là, on n'a pas le choix, on s'en va vers ça. Au moins, la vie d'ébullition va être levée, mais certainement qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas intéressée à avoir de chlore dans son eau. Mais on est là, on n'a pas vraiment le choix. Et je ne sais pas jusqu'à quel point, en s'opposant, on aurait peut-être pu avoir gain de cause. Ça m'étonnerait. C'est pas nous autres qui a le gros bout du bâton. C'est ça. Lorsque on rentre dans les normes environnementales du gouvernement, c'est assez difficile de les faire changer d'idée. Donc, voilà. Je pense qu'on n'a pas le choix. On ira vers là. Donc, comme l'a mentionné M. Deschênes, le tout devrait être réglé d'ici le mois de février. Et voilà. Alors, Fred, si on passait un petit peu au niveau culturel, en fin de semaine dernière, Gaétan Côté, un auteur et historien de Captcha, on connaît M. Côté surtout pour s'être impliqué auprès de la halte municipale. C'était lui qu'on doit ces présentoirs qui avaient été mis là pour la bataille du Saint-Laurent. Alors, il avait lancé un premier roman, un premier livre, en fait, un premier ouvrage il y a 2 ans, qui parlait justement de cette bataille du Saint-Laurent-là. Il récidive à 87 ans avec un 2e livre. C'est Amour et paix pour tous les peuples de la terre. Alors, M. Côté de Captcha qui a présenté ce livre-là devant une 60aine de personnes à l'église en fin de semaine dernière. Et ce livre-là se veut un peu la continuité des histoires et des anecdotes
et de la mémoire collective de Captcha, vue de l'interne, mais aussi en lien avec des événements historiques qui se sont passés un peu partout au Québec. Alors, si je prends un exemple, on parle notamment d'un certain Wolfe dont le navire était passé par Captcha et il était entré en contact avec le navire d'un monsieur Armand Dugas. Le navire s'était échoué et à la suite de cela, des matelots qui étaient à l'intérieur du navire avaient décidé de faire une maison et d'élever leur famille à partir des restes de ce navire-là à l'intérieur des terres de Captcha. Alors, c'est plein de petites anecdotes de même qu'on apprend et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui met sur papier tous ces souvenirs-là, justement avant qu'il soit trop tard, histoire de léguer là, quelque chose pour la communauté. Est-ce qu'on peut l'avoir en librairie ou comment on peut se le procurer? Est-ce que tu sais, Dominique? Il faut communiquer avec M. Gaétan Côté lui-même. Si vous allez sur le site de l'Avantage Gaspésien, il y a le numéro de téléphone de M. Côté à l'intérieur de l'article. C'est dans la section culturelle. Alors, je ne sais pas s'il est distribué à certains endroits. Probablement qu'il y aura quelques points de vente, mais je sais qu'en contactant directement M. Côté à Captcha, on peut le rejoindre. Il est aussi dans le bottin téléphonique, n'est pas très difficile à trouver. Alors sur ça, mon cher Frédéric, on va prendre une courte pause et on revient avec la suite de notre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé. Là, ma devise a tout le temps été « La vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je ne sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est la ressource humaine que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie. Là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention, et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, Fred, en fin de semaine dernière, un défilé de mode. Moi, je vois pas de façon plus agréable de passer mon vendredi soir que d'aller à un défilé de mode, n'est-ce pas? Ben, je suis sûr que tu étais tout excité d'y aller, Dominique. Ben oui, ça m'a fait penser d'ailleurs à notre show de gars. On avait fait un petit défilé de mode avec des adorables petites créatures et on parle pas ici de ton fils ni de Matthew, mais bel et bien des petits chatons. Alors, c'était pour la même cause, c'était pour le refuge L'Ami des Bêtes. Alors, on voit ici à l'écran, le défilé de mode était organisé par Studio Hangar 29 ainsi que Axel Design de la tête aux pieds et Beauté Coiffure Caroline. Ils étaient tous en collaboration. Alors, on peut voir à l'écran quelques images de ce défilé de mode-là. Ça l'a permis d'amasser tout près de 3 000 $ si on enlève tous les frais afférents, dont la location et tout ça. On a réussi à amasser 3 000 $ pour le refuge des bêtes de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, on peut regarder avec la musique quelques images du défilé.
Alors, comme tu peux voir, Fred, il y avait beaucoup de diversité, tant au niveau des styles que du niveau de l'âge et le sexe des participants. Alors, on avait autant des jeunes femmes, des femmes d'âge un peu plus mûr, des garçons également étaient là. Alors, c'était une belle soirée. C'était entrecoupé d'animation par Manon Parent qui nous parlait de l'historique du refuge L'Ami des Bêtes. Il y avait également la présence de deux artistes, soit Maryse Gauvin et Jacqueline Bernatchez. Alors, les deux dames étaient présentes et ils ont peint des toiles pendant la durée du défilé. Les gens achetaient des billets et on faisait tirer ces toiles-là à la toute fin du défilé. Alors, une autre façon d'amasser de l'argent. Excellent. Il y avait également aussi le 50-50, alors une autre façon d'amasser des sous pour le refuge. Et en plus de tous les prix de présence, et 2 personnes chanceuses repartaient à la fin avec 2 garde-robes de 250 $ justement de studio et hangar. Quand même, Sainte-Anne-des-Monts, si on recule dans le temps, a souvent eu des défilés de mode. C'est une semi-tradition, ça revient régulièrement. Mais je pense que c'était la première fois que c'était organisé au profit d'un organisme. Effectivement. Ouais. Oui, je me rappelle d'en avoir vu aussi lorsque je fais les archives d'il y a 20 ans. À Capuchon, on en avait quelques fois à l'Arena. Donc, oui, c'est bien, on ramène les vieux classiques. Ah oui, vieux classiques. Mais, Dominique, tu sais, le refuge, bon, on ramasse de l'argent, mais il n'y a pas de financement récurrent pour le refuge présentement. On a eu un départ, mais il faut toujours aller chercher une façon de faire un peu de sous pour le refuge. Ben, en fait, on est un petit peu dans un cercle vicieux puisqu'on a eu de l'argent pour débuter, mais là, on manque un peu de main-d'œuvre pour terminer la construction. Donc, tant que la construction n'est pas terminée, on ne peut pas offrir le service de gardiennage, de toilettage, comme on le voudrait, ainsi que la gestion des médailles. Alors, tout ça, ça pourra être que pleinement fonctionnel qu'une fois le refuge complété, ce qui tarde toujours puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens expérimentés pour ce qu'on a besoin. Alors, on doit poser du clapboard à l'extérieur, on doit faire la céramique à l'intérieur. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont levé la main, qui ont ces compétences-là, qui seraient prêts à le faire bénévolement. Si c'est le cas, vous pouvez toujours contacter Manon Parent au 764-6904, 764-6904. Mais une fois que ces travaux-là seront complétés, ben là, on pourra entrer en mode gardiennage à temps plein, faire du toilettage, vendre certains produits, et ça ira beaucoup mieux, justement, pour autofinancer le refuge. Ça, il y aura des sources de revenus. Si on rappelle un peu, dans le fond, l'historique du refuge, au tout début, Manon faisait ça chez elle, dans le coin de Capcha, je crois. Exactement. Complètement bénévolement et tout. Tout à fait, avec des petites cabanes à l'extérieur chez elle, dans sa cour. Et tout ça avait explosé la journée où je m'étais rendu chez elle pour parler d'un album de Manon et Gaétan. Et là, j'avais vu toute cette panoplie de petits chats et j'étais tombé en amour avec ces petits chats-là. Oui, toi qui n'aimes pas les chats du tout, Dominique. À peine. Et en même temps, j'avais vu ce que Manon faisait et j'avais trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, Manon, faut parler de toi dans le journal pour dire ce que tu fais dans l'ombre pour tous ces animaux-là. Et suite à la parution de cet article-là, les demandes d'adoption avaient explosé. Manon s'est retrouvée submergée d'appels de gens qui pensaient qu'elle était déjà un refuge actif. Donc, elle a dit, bon, ben tant qu'avoir une si grande demande, ben elle savait qu'il y en avait déjà une, mais comme son service n'était pas publicisé, elle recevait des appels à intervalles raisonnables. Mais là, tout ça a explosé après l'apparition dans les médias. Donc, elle s'est dit, pourquoi pas partir un vrai refuge? Et c'est là que les démarches se sont enclenchées. Donc, il y a eu un don d'une espèce de chalet ou de petite bâtisse de la part de la ville. Ensuite, je crois que le CLD a participé aussi un peu au démarrage. Oui, exactement. Plusieurs milliers de dollars. Je pense que c'est un petit peu plus de 15 000 $ que le CLD avait donné. Tout ça avait donné un peu l'impression aux gens que c'était réglé l'histoire du refuge, alors qu'il reste quand même plusieurs choses à faire, dont le besoin d'avoir du financement comme ça avec les événements. Ça va permettre aussi de faire opérer des chats, de faire stériliser des chats avant de les faire adopter. Donc, c'est de l'argent qui va être judicieusement utilisé. Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'un chaton entre au refuge, souvent,
il est abandonné, donc mal en point. On doit le vermifuger, on doit le soigner s'il a des problèmes de mythes d'oreilles ou des problèmes d'infection des yeux. On doit tout soigner ça. Également, on doit le stériliser si on veut éviter la prolifération. C'est un peu le but derrière tout ça. Souvent, il a des problèmes de diarrhée notamment. Donc, ce sont des problèmes récurrents qu'on doit régler. Donc, il rentre dans le refuge. Il coûte déjà plusieurs centaines de dollars. Et Manon les fait adopter par la suite pour 25 $, parfois une centaine de dollars s'il a son carnet de santé complet, mais ils sont à perte à chaque fois. On sait que l'opération d'un chat, c'est environ 100 $ pour un mâle, un petit peu plus pour une femelle. Donc, en partant, là, même si le chat il est revendu 100 $, il a coûté déjà peut-être le double au refuge pour remettre cet animal-là en bonne forme. Oui, puis il ne faut pas oublier que d'avoir un refuge qui est un point de chute un peu pour récupérer des animaux et pour essayer de faire de la sensibilisation pour la stérilisation et tout, ça fait partie de la santé publique parce que si on a une surpopulation de chats errants, on peut tomber avec des problèmes de rage ou de maladies transmissibles par les morsures ou les griffures de chats qui peuvent attaquer les enfants qui jouent dehors. Donc, des fois, on a tendance à penser qu'il y a bien d'autres problèmes à régler, mais la surpopulation de chats errants, je parle des chats parce que c'est beaucoup eux que les populations explosent facilement, mais on peut parler aussi des chiens, etc. Donc, c'est un problème collectif qu'il faut regarder sérieusement. On ne peut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'existait pas. Donc, le refuge, tant qu'à moi, est quand même quelque chose d'essentiel dans la région. Oui, et là, on est très près du but. La majorité du refuge est construit. Il reste certaines pièces à terminer. L'hiver s'en vient. S'il y a des gens qui sont intéressés à mettre la main à la pâte ou de mettre leurs bras au bénéfice du refuge pour compléter la réparation, actuellement, moi j'y étais, je vous suggère d'y aller. Allez faire un tour au refuge. Actuellement, il y a Manon qui travaille là avec peut-être 2 bénévoles, dont son père qui a quand même 70 et quelques années. Donc, on s'entend que les gens qui travaillent sur la construction, c'est limité. Donc, on aurait besoin d'aide pour aller jusqu'au bout de ça. Donc, du monde manuel, c'est aussi important que donner un don en argent. Exactement. Alors, rapidement, mon cher Fred, si on parlait de la tournée de ski, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine puisque Dominique Boucher sera avec nous. Excellent. Mais peut-être mentionner là, pour les amateurs de ski que bientôt, la tournée Avalanche Québec sera à Saint-Anne-des-Monts. On présentera 2 films, dont Hoji, un film mettant en vedette Eric Olgifferson, si je ne m'abuse, et malgré son nom, il vient de l'Alberta au Canada. Donc c'est un film, on peut le voir ici à l'écran, c'est des images majestueuses et pour tous les amateurs de ski hors piste, c'est un must. On aura l'occasion d'en reparler avec Dominique Boucher dès la semaine prochaine. Et on termine, Frédéric, en parlant d'un match de hockey qui s'en vient en fin de semaine. Le Nordais de la Haute-Gaspésie sera en action samedi soir face au Laser de Cozapscal. Il tentera de venger la défaite de la semaine dernière 9-4 qui avait fait très mal. C'est le match d'ouverture ce samedi, Aréna J-Robert-Lévesque, 20h. On vient encourager le Nordais, équipe senior de Saint-Anne-des-Monts. Et sur ce, mon cher Frédéric, je te souhaite une très agréable semaine. Et toi de même. Et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut.